Nargis. Donc, je vous invite donc à écouter nos deux prochains témoins sur l'étape 2 de la démarche. Donc, 2 sur 3 dont on parle aujourd'hui. Donc, je mobilise les parties prenantes clés du territoire. Et donc, en premier lieu, avec Dominique Valk du CNCD, à qui je vais poser la question suivante. C'est au vu des échéances, comment mobiliser efficacement un conseil de développement? Et ça rebondit sur l'une des préoccupations qui nous a été partagée tout à l'heure. Merci Dominique Valk de bien vouloir répondre à cette question. On ne t'entend pas, Dominique. Oui, ma première réponse, c'est faut-il respecter les échéances? Mais bon, c'est mon côté chafouin, et évidemment, c'est la contrainte, il faut les respecter. En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment rassembler, mobiliser valablement, c'est-à-dire obtenir un résultat. Même s'il est petit, je crois que c'est extrêmement important, par ces temps de défiance, d'obtenir un résultat. Et c'est peut-être l'apprentissage des petits pas qui nous permettra de prendre des grands pas. Je rappelle, sans être complètement critique, que la France n'a pas la culture du débat, n'a pas forcément la culture du consensus, et en l'état, on est souvent dans des approches duales, où on se frite un petit peu frontalement, plutôt que la nécessité des approches duales, où on va avoir des approches collaboratives, où le 1 et 1 pourrait faire éventuellement 3, voire 4. Donc ça, c'est hyper important au départ d'avoir peut-être, c'est pas un manque d'ambition, mais de savoir que dans un premier temps, on ne va pas pouvoir tout changer. Ça nécessite de la part des exécutifs des règles extrêmement claires. Et c'est rarement le cas. C'est un défaut peut-être, je ne sais pas si il est culturel, qu'importe, mais c'est peut-être un défaut où on dit, bah, tiens, on va consulter, on va concerter. Mais sur quelle base, quelles sont les questions, avec quels moyens, quelles sont les orientations de la consultation? Là, je pense que les exécutifs doivent faire un effort. Par exemple, pour être un petit peu caricatural, consulter sur la couleur des fauteuils du bus ou sur le PLUI, bien sûr, ça nécessite des techniques très différentes, et ça va, disons, impacter en tous les cas le moral des gens de manière extrêmement différente. Donc ça, c'est hyper important. Le sujet aussi va déterminer une forme de respect des gens qui vont être concertés. La notion de respect, finalement, de bienveillance et d'altérité, qui sont quand même des bases de qualité démocratique, c'est extrêmement important. Donc la notion de quoi va-t-on parler est importante, c'est-à-dire que immanquablement, il faut réserver un temps et des moyens à ce qu'on appelle poétiquement l'acculturation. Tout le monde a un point de vue. Est-il suffisamment éclairé pour pouvoir être émis valablement pour le commun? C'est pas forcément certain. On a la liberté de s'exprimer, on n'a pas forcément l'utilité de dire n'importe quoi. Donc le temps d'acculturation va être extrêmement important. Et puis là, pareil, pour répondre un petit peu au début de l'action, c'est vrai qu'on est dans des temps un petit peu bousculés. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait, mais on ne part pas d'une page blanche, on a déjà un projet qui a été dessiné il y a quelques années, il faut qu'on le poursuive, qu'on l'améliore. Oui, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, oula, attention, parce que depuis le moment où ces projets de territoire ont été pensés, rédigés, c'est quand même passé 2-3 bricoles assez sérieuses. Alors, je ne parle pas des gilets jaunes, bien que du grand débat national, bien que, et de la pandémie, bien que, je veux dire, si on n'est pas capable de repenser un certain nombre de certitudes à l'aune des coups de pelle qu'on s'est pris ces derniers temps, là, il faut faire attention. D'autant que j'ai la faiblesse de croire que ces projets de territoire ne sont pas tant des documents réglementaires ou des obligations réglementaires que l'idée même d'écrire des petits projets de société, des petits contrats écologiques et sociaux locaux qui font sens et où les gens vont quelque part se retrouver dans leur quotidien. Donc, ils vont y trouver et leur intérêt et trouver leur place dans le mapping du projet. Et à partir du moment où les gens ont compris ça, alors là, tout d'un coup, la concertation va être un tout petit peu plus facile parce que les gens sont un peu déçus des réunions du mercredi soir. Le mercredi, c'est pour éviter que les nanas nous emmerdent. Et puis le soir, c'est pour éviter que
les actifs nous emmerdent aussi. Donc, résultat des courses, on est un peu dans des formats toujours les mêmes, et c'est un petit peu dommage, quoi. Donc, il faut absolument pas qu'on ait peur de cette diversité, de la multiplicité des points de vue. J'entendais tout à l'heure un peu des métaphores sur le vivant, hein, journée de la biodiversité, allons-y. Ben, plus un système vivant est diversifié, plus il est robuste. Ben, pour la démocratie, c'est la même chose. Quand bien même, ben, lui, oh là, il nous emmerde, le Conseil citoyen, oh là là, il nous emmerde. Alors, pour en revenir, ce que je connais un tout petit peu mieux que sur les conseils de développement, le conseil de développement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie participative. En revanche, ils sont de plus en plus dans une approche hybride, c'est-à-dire qu'on a des représentants, des acteurs, les forces vives du territoire, n'est-ce pas, qui sont hybridés avec des citoyens lambda. Et nous, on aime bien, on est toujours là on est toujours d'avis pour réenchanter la lampe d'attitude, c'est rien de péjoratif. Qu'on n'est pas directeur de ceci ou président de cela, on a des choses à dire parce qu'on est finalement des experts d'usage de notre territoire. Donc cette hybridation entre des gens un peu plus, disons, experts, entre guillemets, d'un sujet et des citoyens experts de leur quotidien, ça devient hyper intéressant. Et ces conseils de développement, qui ne sont, encore une fois, ni l'alpha ni l'oméga de la participation, sont des animateurs de ces têtes de réseau. Et donc on est un peu en obligation d'aller faire interférer l'ensemble des outils de participation parce qu'ils ont tous leur raison d'être, soit par leur sujet, soit par leur composition, soit par leur périmètre. Et on nous a quand même cantonné un peu, on a fait de la démocratie participative une flûte de pan ou un gigantesque buffet d'orgue. Alors c'est bien joli, mais chaque tuyau souffle tout seul dans son coin et ça ne fait pas du tout une belle musique. Alors qu'il faut être beaucoup plus dans une approche, certains disent systémique, nous préférons le thème d'organique, vraiment de vivant. Voilà, je n'ai pas répondu à la question, j'imagine. Mais vous avez oublié votre micro, là. Alors, c'est pas grave, merci déjà pour cet élément introductif qui est effectivement très important. Et tout à l'heure, comme le disait Madame Bancelin, effectivement, la prise en compte de ces éléments, de ces actualités est très importante parce que ça accélère ou ça repositionne les objectifs ou ça amène une nouvelle manière de dialoguer avec le territoire. Et c'est ce qu'on entend par écho avec ce que vous venez de dire. La question était de dire effectivement le CODEV, le Conseil de développement, n'est pas le seul organe représentatif de la concertation. Néanmoins, les temps sont comptés. On a jusqu'à la fin du mois de juin pour signer, pour nous mettre en place son contrat. Certains disaient tout à l'heure dans le chat que voilà, ça fait quand même longtemps qu'on a travaillé sur notre projet de territoire. On est en train de le réactualiser. Peut-être que certains d'entre eux n'ont pas non plus dernièrement mobilisé toutes les parties prenantes. Comment on fait pour faire que là, au regard de ces contraintes-là, et effectivement, même si ce n'est pas à 100% comme ça qu'il faudrait faire, en tout cas, il y a un minimum. Et là, au regard de votre expérience, de votre expertise, je dirais même sur la mobilisation des conseils de développement, comment on fait? Alors, j'ai envie de dire comment on s'arrête 2 minutes, on reprend ses notes et on les relit. Les conseils de développement, souvent, sont dans des approches plus prospectives. C'est-à-dire que, voilà, ils n'ont pas la tête de guidon comme peuvent l'avoir les élus. Ils n'ont pas aussi peut-être une forme de responsabilité angoissante qui consiste à se faire réélire le prochain coup, etc. Alors, je ne dis pas que c'est une forme d'inconscience, mais c'est une forme aussi de légèreté, voire de liberté qui permet de penser plus rapidement, plus facilement, avec le pas de côté que peut nécessiter les circonstances, qu'elles soient actuelles ou pas. Et donc, les idées nouvelles, c'est un peu le principe d'Archimède, hein, ça dérange autant qu'on peut l'imaginer. Et donc, les idées nouvelles qui sont souvent portées par les conseils de développement, elles sont souvent regardées avec un œil bienveillant. Ah ouais, c'est sympa son truc. Alors, je ne vous parlerai pas de mes expériences un petit peu fumeuses à Nancy, mais quand même, quand vous avez par exemple un travail qui on dit, mais voilà, il faut qu'on repense la ville par le genre, parce que la ville durable, elle est pensée pour les hommes jeunes et en bonne santé. Je ne vous raconte pas la tête des élus que j'avais en face de moi, le sourire goguenard et le frisottis de moustache, quoi. 3 ans après, ils disent,
vu ce qui se passe, tiens, c'est pas déconnant comme approche. Donc, il y a un délai pour que les choses se fassent. Donc, j'ai la faiblesse de croire que tout ce qui a été écrit les 2 ou 3 ans qui viennent peuvent être vraiment hyper d'actualité dans vos réécritures d'urgence que vous avez à faire. Moi, j'irai piocher, mais vraiment sans vergogne, avec la reconnaissance d'usage, parce que je vous rappelle que la reconnaissance, c'est le seul salaire qu'ont les conseils de développement, puisqu'ils sont bénévoles, avec la reconnaissance d'usage, moi, j'irai piocher largement là-dedans. Après, si j'ai un petit peu de temps, parce que mine de rien, il y a un petit peu de temps, les conseils de développement, compte tenu du bazar qu'il y a eu, ne sont pas tous complètement en place. Malgré tout, moi, j'irai sur un terrain, alors ouais, ça prend du temps, on n'a pas l'habitude, mais c'est pas grave, il faut y aller. Il n'y aura jamais mort d'homme si vous vous plantez. Nous, on essaye de développer ce qu'on a appelé l'ingénierie du sensible. Pourquoi le sensible? Le sensible, c'est pour ne pas passer à côté d'un signal faible. Et les signaux faibles, on les rate en permanence. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de gens, mais une grande majorité de gens, qui ne s'expriment pas pour diverses raisons. Alors, il y en a qui ne s'expriment pas par choix, bon, très bien, pourquoi pas, hein, c'est pas un souci. Mais il y en a qui ne s'expriment pas parce qu'ils n'en ont ni le temps, ni les moyens, ni la capacité intellectuelle au sens de l'audace, hein, pas de, etc. Donc, il faut arriver absolument, et c'est le rôle, je pense, le devoir des conseils de développement, et en ça, ils doivent être aidés en termes de moyens par les élus, que de mettre en place des moyens d'aller capter le maximum d'idées, d'opinions, d'attentes, de craintes, de peurs, etc. Nous, par exemple, juste le boulot qu'on a fait dans le cadre de la pandémie, on a, par exemple, quand on vous demande, nous on a été saisis une fois, juste pour vous donner un exemple, sur sur les précaires. Bon, j'aime bien avoir un avis sur les précaires, mais il se trouve que j'ai la chance de ne pas être précaire. Donc, d'où je vais parler pour avoir une opinion, un avis là-dessus, et comment je vais le faire. Donc, on a mis en place tout un système d'interview avec des gens qui travaillent avec ces personnes précaires. C'est en l'occurrence ATD Carmonde. Et quand on a fait le retour de nos travaux sur ce sujet-là, et on dit vos analyses, parce qu'en plus on était avec des scientifiques, vos analyses, on les a fait lire par notre public, qui est un public précaire, qui a aussi un cerveau. Il dit c'est exact, vous avez su mettre en mots exactement ce que eux ressentent et vivent au quotidien. Donc vous voyez, notre rôle, c'est pas forcément d'avoir une opinion, mais c'est de créer les conditions d'émergence des opinions qui vont se traduire dans ce que moi j'appelle de manière un peu engagée et poétique un nouveau contrat écologique et social. Et à partir de là, c'est ingénierie du sensible, on ne passe pas à côté des gens. On l'a fait avec des radios locales. Les gens étaient morts de rire de participer à des trucs, etc. Et on crée une effervescence. Et à partir du moment où les gens ne sont pas déçus, je vais vous dire pourquoi ils vont pas être déçus, on crée une émulation et on a envie d'y retourner. Parce que quand vous êtes consulté ou quand vous êtes mis à contribution bénévole sur votre temps libre, le soir, etc., on a vu la complainte de nos 150 citoyens de la Convention, et que vous n'avez pas le retour de la part des exécutifs, des élus, ça ne va pas du tout. Les élus doivent dire ce qu'ils prennent en compte, reconnaître vos bonnes idées, doivent expliquer ce qu'ils ne prennent pas en compte et pourquoi ils ne le prennent pas en compte, parce que pour le coup, ils ont peut-être raison de ne pas prendre en compte ça, et leurs arguments vont venir nous éclairer, c'est ce que j'appelle la respiration démocratique. On l'avait fait sur une expérimentation vélo, hein, pour ceux qui connaissent Nancy, l'idée c'est d'aller d'un point A à un point B, d'arriver vivant au point B, ce qui était déjà une forme d'exploit. Et on l'a fait avec des élus et des services et des citoyens du Conseil de développement. Et c'était, comme on dit en Lorraine, un corail. Dès qu'il y avait un problème, on s'arrêtait, on discutait. Ah ouais, moi je ferais ci, je ferais ça, oui, mais non. Bon, bref, une espèce de bazar sans nom. Tout le monde est rentré chez soi, on a produit notre bible technique, et 6 mois après, les élus sont venus rendre compte. Et comment ils nous ont dit, ben voilà, ça, on ne l'a pas pris pour telle et telle raison. Puis on dit, ah ouais, tiens, merde, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Et donc, on avait augmenté notre raisonnement, et même mes ayatollahs du vélo disaient, ah ouais, c'est vrai, pour le coup, c'est pas déconnant. Et là, on crée une espèce de point de fusion intellectuelle où les gens échangent, c'est ce que j'appelle la dualité pour sortir du duel. Et c'est hyper important, encore une fois, dans ce triptyque élu, service, parce que c'est leur métier, et les citoyens qui vont vivre au quotidien les conséquences de ce projet. Et voilà, ça peut paraître prendre du temps, mais entre prendre du temps
pour en gagner beaucoup après avec un projet réussi, je peux vous assurer que nous, on a consulté chez nous pendant 4 ans sur un tram qui finalement a été mis aux oubliettes. Je peux vous assurer que les gens sont un peu verdâtres. Hein. Non, mais c'est certain. De toute façon, ce qu'on peut souligner dans ce que vous venez de dire, c'est que effectivement, déjà, on peut procéder par étapes. Comme vous l'avez dit avec l'exemple de la TD Carmonde, c'est qu'au départ, il y a eu une approche qui était de méthodologie classique avec des scientifiques, etc., où il y a eu des études, des analyses et des enseignements qui ont été tirés. Et puis, deuxième étape, quand on prend le temps, c'est d'aller vers, dans ces démarches aller vers, eh bien, on va valider avec d'autres parties prenantes qui parfois ne se trouvent pas légitimes ou parfois qui n'ont pas les mots. Et ça, c'est important dans les différentes démarches que vous avez. Tout à l'heure, certains d'entre vous posaient la question dans le chat, c'est est-ce qu'il faut y aller en une fois? Est-ce qu'il faut faire la démarche en plusieurs fois? Et je pense que ce que vous venez de dire, c'est une illustration concrète de comment on fait quand on y va en plusieurs fois. Il y a un début de concertation avec peut-être des méthodes classiques, un deuxième moment de concertation avec d'autres méthodes, peut-être que l'on connaît moins pour certains ou pour d'autres qui se disent, ben voilà, maintenant on va aller vers des acteurs tels que ATD Carmonde et qui font pas seulement réagir les publics fragiles, mais surtout qui les font partager avec cette approche anthropologique. Donc ça, c'est un point. Et puis, derrière, c'est comment on élargit pour demain. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais donner la parole à Daphné Khalifa du pays Briançonnais-Écrin Guillestrois Queyras. Si vous voulez bien répondre à la question suivante. De quelle manière est-ce que vous avez mis en place la concertation sur votre territoire, sachant qu'ici, je fais référence à votre minutie, à votre travail de fourmi. Là, Dominique Valk vient de nous parler de cette démarche où parfois, il faut aller vers, parce qu'en France, voilà, il y a ce problème de légitimité. Est-ce que vraiment je suis légitime pour dire ce que j'ai à dire? Et du coup, certaines parties prenantes tout à fait pertinentes ne se prononcent pas, et ça peut être pas seulement les personnes fragiles, mais aussi les chefs d'entreprise, ou certains acteurs associatifs qui se disent non mais au nom de quoi je vais me prononcer sur la chose publique. Donc ça c'est important. Et du coup vous, comment est-ce que vous avez fait ce travail de fourmi commune après commune dans votre pays, Daphné Khalifa? Alors, bonjour. Dans notre PETR, on est PETR depuis 2016. Donc, depuis 2016, on a mis en place un premier projet de territoire qui était sur la mandature précédente. La concertation avait été faite de manière simple puisqu'on avait un conseil de développement qui marchait à l'époque encore bien. Donc, on n'avait plus, grâce à une chargée de mission, à chaque orientation, demander le point de vue du conseil de développement. Les réunions se passaient, nous donnaient leur avis. On l'a intégré dans notre projet de territoire. Et de ce que Dominique disait juste avant, les conseils de développement, il y a eu des désistements de financement, ce qui fait que les conseils de développement n'ont pas forcément tous pu continuer à bien travailler comme ils auraient dû pouvoir. Et là, sur notre nouvelle contractualisation, nouvelle mandature, donc obligation de mise à jour du projet de territoire, loi MAPTAM, donc nous retravaillons à notre mise à jour et on profite du CRTE pour faire les choses en même temps. Donc, on travaille à mettre en place notre projet de territoire et notre CRTE. La première des choses, c'est ce qu'Hélène disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que le projet de territoire et le CRTE, ce ne sont pas le projet de territoire de la structure PETR. C'est le projet de territoire et le CRTE du territoire. Mais avant que ça soit celui des citoyens, c'est celui des 3 communes. Nous, on a 3 communautés de communes, des 3 communautés de communes qui constituent le PETR. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de se réunir avec les 3 EPCI et de leur proposer une méthodologie. Comment on fait pour avancer ensemble, par étapes. Alors, les PETR, on sait faire les contractualisations, tout ça, c'est notre cœur de métier de quand même de mettre en place ces stratégies, comme on l'a fait pour le plan climat, comme on l'a fait pour le contrat de ruralité, comme on l'a fait pour les contrats régionaux. Donc, on est arrivé aux EPCI, on leur a donné une méthodologie qui est accessible sur notre site internet et on a tout bien détaillé avec eux et on a mis en étape 4 la partie concertation. Les EPCI ont le choix de la concertation puisqu'on a décliné 3 petits projets de territoire avec un supra. On s'est amusé. Et ensuite, les EPCI concertent comme ils le souhaitent.
sachant que nous, on est en appui et nous, la concertation, on l'a fait aussi à notre manière via notre club climat. On a un club climat, alors on a un contrat de transition écologique aussi. Dans ce contrat de transition écologique, on a des financements puisqu'on a un axe concertation citoyenne. Donc, on a une animatrice à 0,5 ETP qui travaille sur la concertation citoyenne, ce qui aide bien évidemment pour mettre en place des actions. Alors, l'année dernière, ça a été un peu compliqué, hein, mais ça nous a permis d'innover parce qu'on a pu quand même concerter, un peu moins certes, mais on a pu trouver des méthodes, les visios, plein de choses qui nous ont fait continuer à être en contact avec notre territoire. Et cette année, on repart donc sur un club climat qui va être plus actif. Alors, on s'appuie beaucoup sur les collectifs citoyens. La concertation citoyenne et le fait que maintenant tout le monde donne son avis, c'est tendance. C'est tendance, on donne son avis sur le restaurant où on va, on donne son avis sur tout ce qui passe. Donc, quand on envoie quelque chose sur Facebook, bien sûr que tout le monde répond, et c'est bien parce que ça donne de la matière, et ça permet à des personnes qui ne sont pas forcément, comme le disait juste avant Dominique, enclines à ce genre de choses, à venir répondre, parce qu'ils vont être interpellés sur quelque chose et ils vont juste dire 2 mots sur un post qui est noté. Donc, ça nous permet d'enrichir toutes nos démarches. Sur le Club Climat, on organise des webinaires qui nous permettent de toucher quand même pas mal de monde. Comme je vous dis, on s'appuie sur nos partenaires, on s'appuie sur nos collectifs citoyens, on s'appuie aussi sur les institutions. On travaille avec la DDT, on travaille avec les chambres, en essayant de leur faire passer des messages. Et on voit que ça marche parce que de plus en plus de nos partenaires passent sur des principes de concertation envers le territoire. Là, par exemple, on travaille avec la Caisse des dépôts et Sciences Po Paris sur de la concertation sur le plan de relance. Donc, on a une équipe d'étudiants qui vient sur le territoire et qui travaille à la concertation à sa façon. Donc, nous, ça nous permet d'en être un peu extrait. Ce qu'Hélène disait tout à l'heure, parfois, c'est bien aussi de ne pas être dans le jeu pour pouvoir avoir un autre regard. Et on fait aussi ça. La concertation avec le Conseil de développement sur ce temps, il est pareil, on repasse sur des méthodes plus simples puisqu'ils sont moins structurés en ce moment. On leur demande des avis sur des axes, sur des orientations, ils nous redonnent leur retour. Après, ce qu'on peut dire sur la concertation et sur la concertation citoyenne, c'est qu'on ne peut pas concerter pareil à Paris que moi dans mes montagnes ou moi une réunion post-it. Mes élus et mes citoyens ils vont dire non, c'est pas les mêmes choses. On doit avoir vraiment alors on parle d'acculturation et ceci et cela, ok, mais on doit avoir vraiment faut connaître son territoire pour pouvoir le concerter, pour savoir à qui parler. Il y a des acteurs clés, des fois, ce n'est pas nous. Bien souvent, ce n'est pas le PETR, d'ailleurs. Nous, on passe par des relais. On a des élus qui sont en charge de ça, donc qui s'en occupent. On a des citoyens qui sont nos référents et qui nous permettent d'avoir accès à des personnes et à je ne vais pas vous dire des clubs, mais des réseaux auxquels on n'aurait pas forcément. Donc, on s'appuie vraiment sur tout ça et on essaie au maximum de faire ensemble. C'est ce qui nous semble, et c'est ce qui semble aux élus, puisque le PETR, avant d'être quoi que ce soit, c'est une autorité territoriale et des élus qui en disent comment ils veulent mener la chose. Nous, on le mène de manière à ce que la transition, comme dit mon président, qui est administrateur de l'AIPP et que Michael connaît bien, la transition écologique doit passer par la transition démocratique. Donc, on est vraiment dans ça. On fait des événements. Alors, on avait fait un gros événement. On a eu la chance d'avoir Cyril Dion qui était venu avec nous et on a réussi à faire un temps où dans chaque commune, on avait installé des ordinateurs ou bien des écrans, on s'était fait passer sur la télé locale et où Cyril et mon président répondaient aux questions de tous les habitants. Et ça a permis un moment de concertation. Ça passait sur la chaîne locale. La chaîne locale, tout le monde la regarde, bien évidemment. Donc, ça a permis aux gens lambda d'intervenir sur des points sur lesquels ils n'étaient pas forcément au courant. Parce que quand on parle d'un PETR,
personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est, ne comprend pas pourquoi on veut concerter. Un projet de territoire, personne ne comprend non plus. Un CRTE, personne ne comprend. Un CRT, on sait tous très bien ça. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on s'appuie sur les gens, sur les associations, sur toutes les personnes qui peuvent être des ressources et qui peuvent nous aider. Merci beaucoup pour votre témoignage. Effectivement, un certain nombre d'enseignements sur cette manière d'intégrer chaque dynamique territoriale avec, j'ai envie de dire, cet entonnoir dans la démarche de qui on mobilise en premier. D'abord, les structures avec qui il va falloir organiser la structure contractuelle, en fait, on veut dire, et puis ensuite aller vers chacune de ces catégories de parties prenantes et ensuite faire le maillage entre tous pour arriver à structurer votre démarche globale. Tout à fait. Alors,